dresser un portrait impressionniste de Saint-Nazaire pour les derniers siècles de l'époque moderne et le XIXe siècle. Disposant de quelques documents d'archives d'importance pour cette période, l'historien peut tenter de donner un profil au village en le comparant à d'autres villages voisins, se démarquant par l'absence d'une localisation en bord de route. Le Compois de 1631 collige 36 maisons, mais toutes ne sont pas soumises à l'impôt ni dénombrées. Les maisons nobles, celles du seigneur et celles du prieur, et peut-être quelques autres. Une quarantaine de maisons donc, ce qui correspond au nombre des maisons que l'on peut compter dans le fort sur le plan cadastral du début du XIXe siècle. De ce point de vue, on observe une stabilité de l'habitat sur la période. Il faut dire que même s'il existe quelques habitats d'écart, des métairies, la quasi-totalité de la population réside à l'abri des remparts. Avec la ferme d'un gros propriétaire, seule l'hostellerie est située à l'extérieur des murailles du village, car celui-ci ferme ses portes à la nuit tombante. Pour fonctionner correctement, l'hostellerie doit être hors les murs. Cependant, à Saint-Nazaire, si l'on vit de l'agriculture, on vit également de la route, puisque la proportion d'artisans y résidant est supérieure à la moyenne observée ailleurs. Situé dans une montée difficile à vaincre, quand la chaussée est détrempée, le recours aux gaillards du coin pour tirer les voitures était donc systématique. Contre quelques patasses ou quelques liards, jeunes et moins jeunes s'organisaient pour sortir les diligences des ornières dans lesquelles elles étaient enfanguées, embourbées, dirait-on en bon français. Avec la construction du grand chemin vers 1740, chemin large et bien empierré par les ingénieurs des ponts et chaussées naissants, le recours aux forces locales se réduit. Désormais, les voitures passent à toute allure, à 10 km/h ou un peu plus, et ne s'arrêtent plus. Comme à Sénas, où les habitants ratent le passage d'une dauphine, une fille de Louis XV, à Saint-Nazaire, les célébrités aristocratiques ne font plus que passer, et peut-être, dès lors, ne dresse-t-on plus les arcs de triomphe végétaux et le grand apparat de fleurs pour célébrer leur passage. Toute l'activité routière ou presque se déplace dans les bourgs voisins de Bagnols ou de Saint-Esprit. Qu'à cela ne tienne, à Saint-Nazaire, le village va trouver les moyens de s'agrandir puisque le village va doubler sa superficie et quasiment tripler le nombre de ses maisons entre 1631 et 1881. Sans doute l'expansion est-elle liée à une croissance économique lente malgré les nombreuses ancroches qui se déploient après la catastrophique fin du XVIIe siècle et le non moins catastrophique début du XVIIIe siècle. Croissance qui s'accélère avec le XIXe siècle. Ainsi va se multiplier le nombre des nazériennes et des nazériens et les moyens de subsistance. Cette performance économique et démographique, les deux étant liés, donnera les moyens à la France révolutionnaire d'inventer la mobilisation générale et la conscription, et ainsi de lutter contre l'Europe monarchique coalisée qui voulait en finir avec la République française et rétablir un Bourbon sur le trône de France. Cette jeunesse supplémentaire qui peuple ces maisons, désormais situées hors le fort, cette jeunesse surnuméraire d'une économie figée par la terre malgré la croissance, cette jeunesse qui résiste un peu mieux aux maladies, cette jeunesse donc, Napoléon, suivant en cela l'exemple de la Révolution, la mobilisera contre les ennemis intérieurs et extérieurs, lui fera conquérir l'Europe, portant ainsi au plus haut le drapeau français et les Lumières. Même s'il faut le dire vite. Confrontée à un problème similaire aujourd'hui, notre jeunesse trouvera certainement dans les nouvelles technologies un moyen moins martial de montrer au monde tout ce qu'elle peut lui offrir.